On le voit bien que, évidemment, les Américains savent ce que c'est qu'une guerre. Les Américains sont des gens réalistes. Ils savent très bien que l'Ukraine ne reprendra pas les territoires perdus. Et donc, moi, je suis convaincu, mais peut-être ai-je tort, que quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle américaine le 5 novembre, il y aura une négociation avec la Russie conduite par les Américains. Si c'est Trump, il l'a annoncé, ça se fera de manière brutale, foutraque, et on ne sait pas ce qu'il en sortira, y compris aux dépens des Européens, mais aux dépens des Ukrainiens, et les Européens accepteront. Vous pensez bien, face aux Américains, aux Russes, on sera tellement soulagé, notre opinion publique sera tellement soulagée qu'on grognera et qu'on acceptera. Et est-ce que c'est une idée qui progresse même chez les Ukrainiens ? Volodymyr Zelensky dit, on l'entendra plus tard dans l'émission, que peut-être qu'on pourra traiter, il donne évidemment les conditions de l'Ukraine, qui ne sont pas les mêmes, mais pourra traiter de nouveau avec des Russes. Mais vous savez, Volodymyr Zelensky, d'un côté, il a un discours qui est normal, c'est le discours pour galvaniser son peuple, les Ukrainiens, pour galvaniser son armée face à l'agression russe. Mais en réalité, à plusieurs reprises, il a indiqué que c'était un réaliste. D'abord, au tout début, où il a essayé d'avoir une négociation avec les Russes. Sur la Crimée, il a un discours qui est plus ambigu qu'on ne le pense. Eh bien, il faut bien se dire que la veille d'une négociation, les deux parties disent « je ne céderai rien ». Puis ensuite, on s'assoit autour de la table. Et l'acte qui compte, ce n'est pas les discours intransigeants de la veille, c'est le fait qu'on s'assoit autour de la table. Parce qu'on sait très bien que l'autre ne va pas accepter vos conditions, donc on sait très bien que l'on fera des concessions. Donc moi, j'ai toujours été convaincu que le président Zelensky savait très bien qu'à un moment traiter, mais qu'il veut évidemment traiter dans les meilleures conditions. Et traiter, c'est pas aujourd'hui. Parce qu'avant le 5 novembre, avant qu'on sache qui est président à Washington, les Russes, évidemment, en réalité, ne demandent qu'une capitulation de l'Ukraine. À votre place, tout à l'heure, il y avait Pierre Servant qui faisait un constat très inquiétant, c'est que, quel que soit en réalité ce qui se passera en Ukraine, la machine de guerre est lancée, que la course aux armements est lancée. Elle ne concerne plus que l'Ukraine, mais beaucoup plus largement que ça, à l'échelon européen. Il est évident que la guerre est de retour sur notre continent, elle est de retour et donc pour tout le monde. Et donc on voit bien les budgets de la défense qui augmentent considérablement et qui vont continuer à augmenter. Vous savez, on en est à peu près en France un peu moins de 2% du produit intérieur brut, mais dans les années 50 et 60, on était à 3 ou 4% du PIB. La France, je ne parle pas des États-Unis, qui eux sont montés jusqu'à 6-8% du PIB. Je crains, hélas, que c'est fini des dividendes de la paix, que Poutine nous a rappelé aux réalités des relations internationales et que nous devions, entre guillemets, gaspiller notre argent dans des dépenses militaires. Est-ce que c'est gaspillé ou est-ce que c'est un sain investissement ? Vous qui connaissez tellement les Américains, est-ce qu'eux ont gardé cette culture de la guerre ? La guerre fait partie des industries humaines depuis l'Antiquité, depuis le monde des mondes. La guerre fait partie des industries humaines, mais c'est une industrie qui est en grande partie quand même stérile, qui conduit à la dévastation, à la mort et à la sauvagerie. Mais c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu de l'argent perdu. Mais les Américains, eux, n'ont jamais oublié que l'usage de la force, vous savez, lorsqu'on a un gros marteau, tout problème ressemble à un clou. Et donc les Américains ont eu une tendance un petit peu à considérer que tout problème pouvait se résoudre par le recours à la force, ce qui les a conduits d'ailleurs à un certain nombre d'échecs, l'Afghanistan, l'Irak et ailleurs. La course aux armements, sous ses formes diverses, ce qui se passe en Biélorussie, c'est un des développements des derniers jours et des dernières heures. Newsweek, notamment, en fait état en rapportant les propos menaçants. On est toujours dans l'ordre de la menace de la part de ce pays, disons, satellite. Ce qui ajoute, disons, des faits, ou en tout cas des images à la menace, c'est ce défilé où on voit un déploiement d'armes inédit parfois, de la Biélorussie. On parle là d'un pays qui théoriquement n'est pas la Russie, pas formellement, mais qui est son vassal absolu. Oui, et d'une certaine manière, j'imagine que l'objectif de Poutine serait de faire de l'Ukraine l'équivalent de la Biélorussie. Vous avez ce langage très militariste, très menaçant. Il faut garder son calme, il faut réagir avec le calme des vieilles troupes sous la mitraille. Voilà, c'est des mots. Loukachenko ne va pas nous envahir. L'alliance qui est en train de se nouer, les pays qu'on va citer dans un moment, c'est-à-dire la Chine, la Corée du Nord, l'Iran,
la Biélorussie, et il y en a quelques autres comme ça, jusqu'à quel point est-ce que c'est un axe, comme on disait pendant la Seconde Guerre mondiale? Non, je pense qu'en réalité, ces pays ont découvert qu'ils avaient des intérêts communs. Mais ils n'ont pas de visée idéologique commune. Il n'y a rien de commun entre la Russie et la Chine. Ils ont des ambitions de grande puissance et ils ont un ennemi en commun. Et comme vous le savez, le fondement des relations internationales, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et l'ennemi commun, c'est tout simplement celui qui exerçait l'hégémonie dont ils veulent se débarrasser. Et celui qui exerçait l'hégémonie, c'était les États-Unis et les alliés occidentaux. Donc voilà, il y a une alliance, je dirais, de circonstances, un mariage de raison. Et comme on sait bien, c'est les mariages de raison qui sont les plus solides. On va écouter Vladimir Poutine dans l'ordre des menaces, peut-être ce qui est le plus concret, ce qui rappelle les années 80, quand il y avait eu la question des euromissiles. C'est la menace concernant les armes de portée intermédiaire. Ce sont les missiles qui vont de 500 à 5500 km. C'est typiquement notre continent. Donc là, la menace prend un petit air concret qui est particulièrement inquiétante. Écoutez Poutine à ce sujet. Si des systèmes de missiles à portée intermédiaire et à courte portée produits par les États-Unis apparaissent quelque part, alors nous nous réservons le droit d'agir de manière symétrique. Alors d'abord, pour rappeler les faits, effectivement, c'est Donald Trump, déjà lui, qui était sorti, n'est-ce pas, de ce traité. Donc là, il y a une sorte de surenchère. Vous savez, en réalité, quand vous écoutez sur ces questions nucléaires, vous écoutez les Russes, vous vous rendez compte qu'ils sont extraordinairement précis dans les termes. Ils savent, comme les Américains, ils savent ce que c'est la réalité du jeu à deux superpuissances nucléaires. Et vous avez remarqué, si les Américains et leurs alliés déployaient des forces nucléaires intermédiaires, nous en ferions autant. Et comme vous le disiez, de toute façon, ce sont les Américains qui sont sortis de cet accord. Et de même, lorsqu'on dit ils nous menacent de la guerre nucléaire, il dit toujours si vous portez atteinte aux intérêts vitaux de la Russie, mais tout ça, ce n'est que la répétition de la doctrine nucléaire. Et donc, il me semble que nous ne devrions pas attacher trop d'importance à toute cette rhétorique nucléaire russe qui, jusqu'ici, reste dans la théologie qui est la dissuasion nucléaire. Est-ce que l'histoire montre que la bonne méthode est la méthode dure? L'époque où on a répondu sur ce terrain aux Russes, c'était Reagan, c'était Thatcher. En réalité, la méthode la plus dure, ils étaient ceux qui ont élevé le ton à fonctionner. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle élever le ton. Je pense que pour le moment, en Ukraine, nous avons élevé le ton. Alors, on l'a élevé petit à petit, peut-être trop lentement, mais voilà, nous livrons des armes qui maintenant sont capables de frapper à l'intérieur du territoire russe. Les Européens évoquent l'envoi de formateurs sur le territoire russe, et la France, par exemple, les F-16 arrivent. Et la France, de son côté, a dit qu'elle était prête à envoyer des 2000-5. Je crois quand même que les messages sont extrêmement forts. Et de même, lorsque des messages ont été envoyés par un président de la République dont je n'ai pas le droit de citer le nom, lorsque ce président de la République a dit que Kiev et Odessa, c'était quand même des lignes rouges absolues pour l'Europe, c'est-à-dire Kiev, l'indépendance de l'Ukraine, et Odessa, la viabilité de l'Ukraine, je pense que c'est quand même un certain nombre de messages que les Russes comprennent.